Depuis fin avril, la Colombie s'est progressivement enfoncée dans un chaos politique et social. Ce qui avait commencé sous la forme de manifestations assez classiques contre une réforme fiscale s'est transformé en colère politique généralisée, en particulier en raison de la répression policière violente, des dizaines de morts, des centaines, voire des milliers de blessés. Cette impasse politique est directement liée au regard que porte le président Iván Duque sur la société colombienne. C'est le regard d'une droite dure, radicale, marquée par la lutte contre le terrorisme, peu scrupuleuse sur le recours à la violence et dépositaire d'une organisation économique et sociale très inégalitaire. À l'extrême nord-ouest de l'Amérique du Sud, la Colombie est un pivot géographique entre l'Amérique centrale, le Panama, et l'Amérique du Sud, le Venezuela, le Brésil, le Pérou, l'Équateur. Un pivot aussi entre les Andes et l'Amazonie, entre la côte Pacifique et la côte Caraïbe. Le pays compte 50 millions d'habitants sur un territoire d'1 million de kilomètres carrés, mais un bon tiers du pays est quasiment vide, c'est la zone amazonienne. La population est concentrée essentiellement sur la côte et dans les Andes, dans les 3 grandes villes que sont Bogota, la capitale, Cali et Medellín. C'est un pays traversé également par de fortes divisions ethniques entre les descendants des anciens colons espagnols, les Indiens indigènes, les descendants des anciens esclaves, les descendants des immigrants européens. Et ça se retrouve au niveau des inégalités sociales qui sont des héritages aussi de ce passé. Enfin, le pays est jeune, 30% de la population a moins de 20 ans. Autant de paramètres qui aident à comprendre l'impasse politique actuelle. L'histoire ancienne crée un sentiment de supériorité, d'une certaine grandeur au sein des élites du pays. C'est lié à l'époque précolombienne, puis l'époque de la colonisation espagnole et surtout l'indépendance dès 1819 avec la figure iconique de Simón Bolívar et l'existence brève de la Grande Colombie qui englobait le Venezuela, le Panama et l'Équateur. L'histoire récente, celle de la deuxième moitié du XXe siècle essentiellement, c'est d'abord une rivalité politique très forte entre 2 partis, le parti libéral plutôt à gauche et le parti conservateur plutôt à droite, et une histoire marquée au fer rouge par la violence. Assassinats, coups d'État, juntes militaires, formation de groupes d'autodéfense. Et pendant plus de 50 ans, de 1960 à 2016, la guerre contre la guérilla des FARC, le tout sur fond de trafic de cocaïne. C'est le plus long conflit armé de l'histoire de l'Amérique du Sud, avec un bilan épouvantable, plus de 250 000 morts, des atrocités commises des 2 côtés, et finalement un accord de paix signé en 2016, avec entre-temps 2 mandats particulièrement violents. Les 2 mandats successifs d'Álvaro Uribe de 2002 à 2010. Il est arrivé au pouvoir à la tête d'un nouveau parti, au départ centriste, puis progressivement de plus en plus à droite, vers une droite très radicale. Et la répression a été violente, avec des assassinats extrajudiciaires, avec une presse muselée, avec des arrestations en série et des groupes paramilitaires omniprésents. Une méthode qui n'est pas sans rappeler celle des dictatures qu'a connues l'Amérique du Sud au XXe siècle, au Brésil, en Argentine, au Chili. Le président actuel, Iván Duque, un ancien avocat âgé de 44 ans, se revendique comme l'héritier assumé d'Álvaro Uribe. Il critique d'ailleurs régulièrement les accords de paix passés avec les FARC. La démilitarisation prévue dans ces accords de paix n'a d'ailleurs jamais été pleinement effectuée et les violences sont plutôt reparties à la hausse depuis 2 ans. Plutôt que de droit, il faut parler de non-droit en Colombie, avec de nombreuses zones géographiques qui échappent à l'état de droit. C'est lié en particulier aux narcotrafiquants. Plusieurs cartels de la drogue contrôlent des secteurs entiers du pays. Et puis, il y a aussi des groupes paramilitaires d'extrême droite,
qui contrôle d'autres parties du pays. En fait, un bon tiers des municipalités échappe au pouvoir central qui est loin de maîtriser toute la Colombie. Et puis surtout, il y a une tradition d'impunité des forces de l'ordre et des groupes paramilitaires, avec souvent une frontière assez floue entre les deux. L'armée colombienne compte 300 000 hommes, les groupes paramilitaires près de 200 000, et la police est placée sous la tutelle du ministère de la Défense. Au nom de la lutte contre le terrorisme et contre le trafic de drogue, les forces de l'ordre ont échappé pendant des décennies à tout cadre juridique. Et aujourd'hui encore, elles regardent tout manifestant comme un terroriste, ce qui légitime donc, de leur point de vue, le recours à la violence. Les forces anti-émeutes en particulier, les ESMAD, ont une tradition de répression féroce. Elles sont lourdement armées, mais n'ont aucune formation face à des manifestations classiques. Donc, elles chargent dans la foule, elles tirent à balles réelles, y compris sur des manifestants pacifiques ces derniers jours. Et ces violences entraînent évidemment en retour des violences des manifestants. C'est un cercle vicieux. Et puis, il y a les milices d'extrême droite, par exemple Águilas Negras, qui circulent le plus souvent en 4x4 blindés et qui protègent essentiellement les intérêts des élites sociales. Enfin, le pouvoir central a lui aussi les moyens juridiques de couvrir cette répression. Il peut décréter ce qu'on appelle en Colombie l'état de commotion intérieure, un état d'exception qui permet au gouvernement de légiférer par décret et de limiter toutes les libertés publiques. Les inégalités sociales sont donc très fortes en Colombie et elles ont été encore accrues par la pandémie. Elles sont en large partie donc un héritage de la période coloniale. Les Blancs ou les Métis descendants des familles de colons espagnols tiennent les rênes du pays et ce sont ces élites que les milices paramilitaires protègent. Une grande partie du pays, à l'inverse, vit de l'économie informelle, parallèle, d'où l'omniprésence du trafic de drogue. C'est tout simplement un moyen de subsistance pour de nombreux foyers en Colombie, d'autant que la réforme agraire prévue dans les accords de paix n'a jamais eu lieu. Pour ne rien arranger, la pandémie, le pays compte à peu près le même nombre de morts que la France rapportée à la population. La pandémie a accru la pauvreté. Plus de 40% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté et le chômage a également fortement augmenté. Donc rien d'étonnant à ce que le détonateur ait été la réforme fiscale. Les classes moyennes en particulier sont descendues dans la rue pour s'opposer à la hausse de la TVA et à l'élargissement de la base d'imposition fiscale que proposait le président Iván Duque pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Rien d'étonnant non plus à ce que la ville de Cali, dans le sud du pays, soit devenue l'épicentre de la contestation puisqu'elle concentre tous les maux du pays. Le racisme, les inégalités sociales, un chômage élevé, le trafic de drogue et l'omniprésence des milices et des gangs. Le logiciel du président Iván Duque semble daté, comme bloqué dans le passé. Pour lui, je cite, « Les manifestants sont uniquement des vandales, des narcotrafiquants ou des terroristes ». Et donc, à ce titre, il est légitime de recourir à la violence pour réprimer ces manifestations. Sauf que la réalité a peu de choses à voir avec le descriptif qu'en fait le président Duque. Certes, le trafic de drogue continue en Colombie, mais le terrorisme des FARC a quasiment disparu. Et les manifestants qu'on voit dans les rues sont essentiellement des jeunes, des classes moyennes, des médecins, des enseignants et aussi des paysans, des indigènes. La sociologie du pays, elle, est donc complexe. Il y a des intérêts divergents selon les endroits, selon les classes sociales. Une chose est certaine, le confinement lié à la pandémie agit comme une cocotte minute. C'est très bien décrit par le maire de Cali, Jorge Ospina. Il explique que les jeunes ont besoin de se défouler, ils ont besoin de danser. Il ne faut pas oublier que la salsa joue un rôle social majeur en Colombie. Donc quand la colère sort, elle explose. C'est comme ça qu'une contestation, somme toute assez classique au départ, contre une réforme fiscale, s'est transformée en colère politique généralisée, alors même que la dite réforme fiscale a été retirée entre-temps par Iván Duque. Aujourd'hui, les manifestants demandent une réforme de la santé, de l'éducation et bien sûr de la police, puisqu'il n'est pas un Colombien qui n'ait eu affaire directement ou indirectement dans son entourage proche à la violence. Le président Iván Duque propose aujourd'hui un grand dialogue national. Mais le divorce semble consommé avec la population. Le taux de confiance d'Iván Duque est aujourd'hui descendu à 33%.
Ce divorce sera donc difficile à surmonter et surtout la Colombie aura du mal à se débarrasser de cette violence endémique qui la caractérise. On peut redouter de nouveaux événements dramatiques d'ici aux prochaines élections générales prévues au printemps ou à l'été 2022.